raison d'être de l'entreprise, c'est de créer de la valeur dans un univers de risque absolu, et que ce qui va motiver la création d'entreprise, c'est vraiment fondamentalement l'envie d'entreprendre, et d'entreprendre dans un niveau de risque extraordinaire. Alors, ces deux notions, je fais écho à ce que disait André tout à l'heure, sont incomprises en France, parce qu'en France, on a une vision quasiment de la stagnation. On a l'impression que le cerveau économique et social français reste le cerveau du 18e, qu'on n'a pas intégré les 2 siècles de transformation ultérieure. Et je fais référence au point qu'il développait quand il disait ici, quand quelqu'un gagne, on le critique. On aime les entreprises qui perdent de l'argent en France, on n'aime pas les entreprises qui gagnent de l'argent, parce que je pense que c'est lié à cette vision du monde de la stagnation séculaire qui infuse la conscience française à travers la paysannerie jusqu'au XXe siècle. Pour moi, dans ce contexte d'entreprendre ou de lancement d'entreprise dans un niveau de risque qui n'a jamais été connu, le profit n'est pas un objectif, mais une contrainte. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas d'argent, vous mourrez. Tout ce qu'a dit André, je suis d'accord. Je rajouterai simplement cette notion importante, c'est que l'environnement a changé pour des raisons, je me méfie évidemment de la sociologie marxiste, mais si on accepte infrastructure et superstructure, l'infrastructure économique et technologique a été modifiée par le basculement vers les rendements croissants. Et donc, dans ce contexte, on est obligé de penser la notion de risque. La réussite, c'est la contrepartie de la prise de risque. Alors que dans la vision française, la réussite, c'est quelque chose qui est automatique dans les mains des capitalistes. D'ailleurs, les capitalistes existent sui generis. En France, il y a les pauvres et les riches. Les riches sont riches depuis toujours et pour toujours. Les pauvres sont pauvres depuis toujours et pour toujours. L'idée que toute personne peut entreprendre dans un univers de prise de risque pour réussir, ce n'est pas intégré, ce n'est pas en tout cas véhiculé par le système scolaire comme nous le savons tous. Voilà. J'ai peut-être été long, mais ce que je voulais dire, c'est que j'adhère totalement à ce qu'a dit André. Je voulais simplement rajouter cette dimension économique et technologique qui explique qu'on ne peut plus penser ces questions de profit ou de RSE comme si on était en 1800. La meilleure façon de servir ce qu'on appelle les parties prenantes aujourd'hui, c'est un terme que je n'aime pas, mais c'est de travailler intelligemment avec ses fournisseurs, avec ses clients, et de telle sorte que son personnel soit content d'être là. Donc, on ne le fait pas parce que, voilà, on s'est relevé un matin comme Saint Paul, ayant été touché par la grâce et on a vu Dieu, donc on crée une entreprise à mission. Non, je pense que le grand service qu'on peut rendre à la société, c'est de réussir dans ce système de prise de risque, parce que sinon, quand on échoue, en fait, on détruit du capital et du travail. Donc, l'échec en économie, c'est une destruction, et la réussite, c'est une construction, et la réussite n'est durable que si les clients, les fournisseurs et le personnel y trouvent son compte. Donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de verbiage autour de cette notion de raison d'être. Je pense que la raison d'être de l'entreprise, pour finir, c'est de mettre en œuvre avec succès un projet qui est par nature risqué et en s'assurant que les fournisseurs, le personnel et les clients sont heureux. Voilà. Je veux dire un mot, je suis bien sûr d'accord avec ce que vient de dire Christian. Je voudrais juste rebondir sur 2 points. Le premier point, c'est quelque chose que j'ai souvent dit en vous citant, Christian, parce que c'est vous qui me l'aviez appris, cette histoire de niveau de vie qui, pendant plus de 20 siècles, reste stable et d'espérance de vie qui reste constante, alors que le niveau de vie a été multiplié par 20 en 2 siècles et l'espérance de vie multipliée par 3. Ça semble, alors que pendant ces 20 siècles ou 25 siècles, si on prend l'Antiquité grecque, il y a eu des révolutions intellectuelles formidables, des chefs-d'œuvre de l'esprit comme jamais.
On pourrait en conclure qu'il n'y a aucun rapport entre la vie économique et la vie intellectuelle. Or, je crois que c'est faux. Parce que si, historiquement, diachroniquement, dans le temps, vous avez raison, géographiquement, vous avez tort. Parce que la Grèce du 5e siècle, c'est dans la ville la plus riche de Grèce. C'est Athènes. C'est pas à Sparte. Voilà. Enfin, moi, ça me paraît très important de se rappeler que la philosophie est née entre quelques villes, des ports de Méditerranée, étaient les villes les plus commerçantes de l'Europe de l'époque. Pareil pour la Renaissance italienne, pareil pour Amsterdam au XVIIe siècle, ou pour l'Angleterre au XIXe siècle, pour l'Amérique du Nord au XXe siècle. Deuxième remarque, bien sûr, vous avez raison, pour la plupart des entreprises, le profit, c'est une contrainte. S'il ne faut pas de profit, elles meurent. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas aussi éventuellement une finalité. C'est-à-dire que les deux notions de contrainte et de finalité ne sont pas du tout incompatibles. Et ce que je voulais simplement rappeler, c'est que créer une entreprise pour gagner de l'argent, ce n'est pas un péché. Je pense que Christian en est d'accord. Je voulais simplement rappeler que faire du profit, ce n'est pas un péché et que créer de la richesse, socialement, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, parce que si le niveau de vie a été multiplié par 20 et l'espérance de vie par 3, c'est parce que nos entreprises ont créé plus de richesse. Et troisième point, et je m'arrêterai là aussi où je rejoins Christian, si j'ai bien compris ce que j'ai perçu comme des réserves dans sa bouche, qui parlait de verbiage, je crois. Alors, je ne suis pas la loi Pacte, j'ai regardé d'un peu près, mais plus parce que la presse disait que le texte de loi lui-même, qui, comme tout texte de loi, forcément me tombe un peu des mains. Mais au fond, c'est un peu curieux de marquer dans une loi la finalité d'une entreprise. Parce que la finalité, elle est faite de désir. Il n'y a pas une finalité en soi qu'on pourrait poser sur la table comme un cendrier. Dans quelle mesure l'État peut-il légiférer sur nos désirs? C'est quand même très, très singulier. À ce compte-là, moi, je propose que l'État vote une loi comme quoi nous allons nous aimer les uns les autres. Ça s'appelle les évangiles. C'est une formidable éthique. Mais les évangiles ne font pas l'objet d'un texte de loi. On pourrait faire une loi disant maintenant, désormais, les Français, par la loi, seront honnêtes. Mais ce n'est pas possible. On peut prévoir des sanctions qui vont sanctionner les malhonnêtetés, qui vont donc pousser les gens à être plus honnêtes ou à faire semblant d'être plus honnêtes. On ne peut pas faire voter une loi qui les rendrait honnêtes. Et donc, moi, je trouve ça très français, en vérité, cette idée que l'État va légiférer sur nos désirs. Or, légiférer sur des finalités, pour moi, c'est légiférer sur des désirs, et je pense que l'État n'est pas légitime à le faire, et qu'en vérité, il ne peut pas le faire. Il peut bien voter la loi, mais comme on peut voter une loi sur la réduction du temps de travail, on ne peut pas voter une loi comme quoi cette réduction du temps de travail va créer des emplois. Parce que ça ne dépend plus du texte de loi. Donc, je suis un peu perplexe devant l'idée même d'un vote du Parlement légiférant sur les finalités d'une entreprise humaine. Je suis un peu sceptique sur l'efficacité de cette loi, donc, et sur sa légitimité et sur son efficacité. Et puis surtout, je me souviens d'un congrès du CJD. Alors, le thème du congrès, c'était mettre l'homme au cœur de l'entreprise. Et tout le monde se gargarisait avec ça. Et moi, je leur ai dit, écoutez, dans une entreprise, il y a forcément des hommes, des humains. Mais en quoi sont-ils au centre? J'ai vu beaucoup d'entreprises licencier des hommes pour sauver le profit. Je n'ai vu que très, très peu d'entreprises renoncer, même provisoirement, à faire du profit pour ne pas licencier des hommes. Et donc, de mon point de vue de philosophe, l'esprit du capitalisme, ce n'est pas de mettre l'homme au cœur de l'entreprise, c'est de mettre le profit, la rentabilité, mais aussi bien l'innovation, la prise de risque, Christian a raison sur ce qu'il évoquait dans son intervention, au cœur de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être humaniste. Ça veut dire qu'un patron se trompe s'il croit que son entreprise va être humaniste à sa place. Et moi, ce que je dis aux jeunes patrons du CJT, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre l'homme au cœur de l'entreprise. Il s'agit de mettre l'homme au cœur de l'homme. C'est à vous, chef d'entreprise, d'être humaniste. Et ne comptez pas sur une entreprise pour être humaniste à votre place. Je dirais la même chose par rapport à la loi. Ne comptons pas sur la loi Pacte pour rendre les individus humanistes ou les entreprises humanistes. Voilà. Et donc,